All rise. Veuillez vous lever. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Le président. I'm informed that J'apprends que la partie qui n'était pas parue à l'écran du compte-rendu d'audience va être intégrée et sera rendue publique aujourd'hui en fin de journée ou demain. Poursuivez, M. Cameron. Monsieur Cameron, merci, Monsieur le Président. Avant la pause déjeuner, j'avais examiné certaines des caractéristiques des réseaux verts, rouges et bleus. Un dénominateur commun à tous ces réseaux, c'est qu'ils ont été obtenus sous l'anonymat. Au cours des 10 minutes qui vont suivre, j'aimerais aborder de façon générale une troisième catégorie d'éléments de preuve qui concerne l'attribution des téléphones ou l'identité des accusés. En l'espèce, si vous avez un téléphone opérationnel que quelqu'un a essayé, en utilisant tous les moyens possibles, d'acheter de façon anonyme et de l'utiliser de la même façon, il s'agira de savoir comment on va l'attribuer à un utilisateur qui peut être identifié. Et ce ne sera pas facile. En tout cas, en ce qui concerne les téléphones opérationnels, il faut utiliser une technique d'analyse appelée le positionnement coïncident. Lorsqu'on utilise deux téléphones ensemble de façon conjuguée et selon certaines modalités, ceci nous permettra de déterminer s'il y a une seule personne qui les utilise. La théorie, au fond, c'est que si un téléphone mobile personnel qu'aurait un des accusés peut lui être attribué selon les méthodes habituelles, par exemple parce qu'il y a un numéro d'abonné, une archive le montrant, ou s'il y a ce téléphone qui aurait été donné à un médecin pour qu'il puisse recontacter son patient, ou si on le trouve dans un autre document. Et si on compare l'utilisation du téléphone identifiable et celui du téléphone anonyme, on pourra conclure raisonnablement que l'utilisateur n'est qu'une seule et même personne. Et on pourra dire qu'il y a un lien inaliénable entre l'utilisateur du téléphone anonyme et l'utilisateur du numéro attribuable. Il y a deux éléments qui permettent de déterminer cela. Dans le cadre de la théorie du positionnement coïncident, c'est d'abord savoir si l'utilisation géographique des deux téléphones correspond à une seule et même personne. Et si l'utilisation physique de ces téléphones mobiles ou si les schémas d'appel correspondent bien à une utilisation par une seule et même personne. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'on utilise un téléphone mobile, le téléphone A, c'est le téléphone anonyme, l'autre, c'est le téléphone attribuable. On utilise la même zone. Et si les appels sont rapprochés dans le temps, par exemple, un appel est passé par le téléphone anonyme et un appel par le téléphone connu dans la même zone, au fond, et si le temps qui sépare l'utilisation de ces deux téléphones s'agrandit, s'il est possible que l'utilisateur se soit déplacé d'une zone à l'autre. Troisième élément, il ne faudrait pas qu'il y ait d'appel entre les deux téléphones
mobile. Ce qui conforte la théorie d'un seul et même utilisateur. Souvent, on a le même profil géographique, c'est-à-dire que deux ou plusieurs téléphones mobiles utilisés par le même utilisateur se trouveront au même endroit au cours de la même période de temps, au travail, au domicile, ce qu'il est possible de voir s'il est possible de mettre une corrélation entre l'utilisation du téléphone à des fins personnelles, par exemple, contact avec des amis, des connaissances, des parents ou des associés commerciaux licites. On peut s'attendre à ce que on puisse prouver que ces téléphones ont été utilisés par Arias et Badreddine. Ils ont utilisé plusieurs téléphones personnels pour des questions quotidiennes, personnelles, que ce soit avant ou pendant l'utilisation des téléphones de réseau, qui peuvent être tracés, qui peuvent être placés en positionnement coïncident avec les téléphones de réseau et ont partagé le même profil géographique. Au fond, donc, ces deux accusés transportaient leur téléphone personnel et les ont utilisés pour contacter leur famille ou des amis, tout en ayant une utilisation des téléphones de réseau pour se contacter dans la finalité du complet. Et les accusés, l'accusé Ayash a utilisé 11 téléphones en tout, 2 lignes fixes, 5 téléphones mobiles personnels et 4 téléphones opérationnels. Il avait un téléphone vert, et vous l'avez déjà entendu dire, un téléphone rouge, un téléphone bleu, un téléphone jaune. Nous reviendrons à ce dernier point plus tard. Badreddine, lui, a utilisé en tout 13 portables sur une période allant de 97 à 2009. Un de ces téléphones était réservé à son téléphone vert opérationnel, utilisé en automne 2004 jusqu'au moment de l'attentat. 2 des téléphones de Badreddine étaient des téléphones mobiles, utilisés surtout pour contacter des petites amies ou des associés. Les 9 autres, c'est intéressant de relever, ont surtout été utilisés pour contacter des associés commerciaux ou des amis politiques. Nous allons aussi parler des téléphones mobiles successifs qu'on utilise de façon successive, c'est-à-dire qu'on en abandonne un, on reprend presque aussitôt le suivant pour poursuivre l'activité téléphonique. Quelquefois, Badreddine se servait d'un téléphone pendant moins de 19 jours. Et il y a, au fond, l'attribution d'un téléphone de réseau fermé en 2 parties. La première partie, ce sont des éléments factuels qui permettent d'attribuer le téléphone à un utilisateur identifié. Et puis, la deuxième partie, c'est une corrélation qui peut être établie entre l'utilisation du téléphone mobile personnel et le téléphone opérationnel avec suffisamment de puissance que pour étayer la conclusion selon laquelle l'utilisateur de ces 2 téléphones n'est qu'une seule et même personne. Et les éléments factuels relatifs à l'identification de l'utilisateur d'un téléphone qui n'est pas opérationnel peuvent revêtir diverses formes. C'est le cas ici. Il y a par exemple des documents bancaires pour établir un lien, ou encore l'examen de son descriptif de contact téléphonique. S'il contacte un ami, une connaissance, un associé commercial pendant une longue période de temps, ou s'il appelle les mêmes, ou si ces mêmes personnes l'ont contacté, en fonction du degré de fiabilité de ces moyens, ceci est susceptible de déterminer l'identité de l'utilisateur. Autre facteur, par exemple, grâce à l'utilisation de SMS qu'envoie l'utilisateur ou qu'il reçoit. On peut ainsi apprendre la date de naissance, par exemple si on lui envoie un message de félicitations pour son anniversaire ou si on cite nommément le nom d'un utilisateur. On peut utiliser bien sûr ces éléments de façon conjuguée, les fusionner pour permettre de déduire raisonnablement quelle est l'identité de l'utilisateur du téléphone.
Ces éléments de preuve qui établissent un lien entre un téléphone mobile personnel et le nom de l'accusé nécessitent beaucoup de travail. Il faut pour ce faire présenter énormément d'éléments de preuve qu'il faudra recouper. Au cours du procès, il faudra vous présenter des éléments qui, de prime abord, ne présentent pas de lien entre eux, mais ce sera nécessaire pour pouvoir déterminer de façon fiable l'identité de l'utilisateur. Une fois que ce stade est accompli, il faudra alors produire des éléments de preuve prouvant que le téléphone identifié était en positionnement coïncident avec un téléphone opérationnel. Si c'est le cas, il vous reviendra de conclure que l'utilisateur identifié du téléphone personnel est bien la même personne que celui qui a utilisé le téléphone opérationnel. Je vous le disais auparavant, le groupe violet diffère quelque peu de ceux dont j'ai parlé, les téléphones opérationnels, les réseaux rouges, bleus ou verts. Ils ont été utilisés, ces téléphones du réseau violet, par les accusés Onesi et Zabra en tant qu'autres membres du complot contre, et notamment par Mary. Ici, il ne faut pas nécessairement recourir à l'analyse du positionnement coïncident, mais à plusieurs éléments tels que des déclarations de témoins, le descriptif géographique, le contenu de SMS. This will be the second intervention from. Le président, c'est la deuxième fois que la Chambre doit intervenir. Vous avez, nos optimistes parlent couramment le canadien, donc ça ne pose pas de problème. Vous savez que vos propos sont interprétés en arabe ainsi qu'en français. Et ces interprètes vous demandent instamment de ralentir le débit et de faire une pause entre chaque phrase ou chaque élément du raisonnement. C'est ce que je vais essayer de faire, dit M. Cameron. J'aborde maintenant un autre domaine. Nous nous écartons de la théorie de l'attribution par analyse. To demonstrate Monsieur Cameron, pour apporter la preuve du comportement des utilisateurs de téléphones opérationnels et du lien qu'il faut établir entre ce comportement et les événements en question, il faut déterminer, et c'est important, l'emplacement qu'ils occupaient au moment où sont passés ces appels. Pour établir l'endroit où se trouvaient les utilisateurs à certains moments et pour démontrer leur déplacement pendant les événements, nous parlons ici des téléphones violets, précise l'interprète. Il faut
aborder la question de la détermination de la zone de couverture optimale. C'est le fournisseur d'accès, que ce soit Alpha ou MTC, qui doit s'assurer que cette société a établi suffisamment d'antennes et d'antennes de type adéquat pour assurer un signal ininterrompu à l'attention de ses clients. Pourquoi faut-il que ça marche? Pour des raisons commerciales. Si le client n'est pas content, il ne passera pas, il passera à la concurrence plus exactement. Nous appelons ces zones de couverture optimale des polygones. Donc, par exemple, vous avez ici cette planche étoile 1. Ceci vous montre les zones de couverture optimale. Et vous entendrez énormément d'éléments de preuve précisant la façon dont ces polygones ont été constitués et leur degré de fiabilité. Pour ce qui est de certaines stations de base, elles sont d'une superficie assez limitée. Par exemple, pour étoile 1, qui couvre la zone du Parlement, la couverture fait à peu près 89 mètres carrés. Mais vous voyez que cette couverture n'est pas linéaire, elle est diffuse. Mais c'est ce qu'on fait de mieux en matière de modélisation pour ce qui est de cette zone étoile 1. Donc, si on utilise votre téléphone, si ce téléphone se connecte à étoile 1, il est fort probable que vous trouviez quelque part au sein de ce polygone. Il y a d'autres stations de base qui, elles, ont une couverture bien plus grande. Des sites cellulaires, pourrait-on dire aussi. Regardez ici, FACRA A. Le fournisseur d'accès, c'est MTC, puisqu'on a une combinaison de majuscules et de minuscules dans l'appellation. FACRA A est en milieu rural, à plus faible, beaucoup plus faible densité démographique, qui va couvrir FACRA et Faraya. Ce sera important, car l'ancien Premier ministre avait à FACRA une seconde résidence. Nombreux sont les facteurs qui interviennent dans la détermination de la zone optimale de couverture. Par exemple, la présence de bâtiments élevés, comme c'est le cas dans le centre de Beyrouth, ou un terrain accidenté, comme c'est le cas à FACRA et à Ferraya. Vous allez sans doute entendre beaucoup d'éléments de preuve portant sur la nature de la meilleure couverture optimale et de son degré de fiabilité si on veut déterminer l'emplacement où se trouve l'utilisateur d'un téléphone. Mais pour l'heure, je vais retenir 3 grandes idées que vous allez peut-être vouloir prendre en compte. Voici la première. Alors qu'il est possible qu'un appel passé ou reçu dans un polygone donné puisse être transféré à une zone desservie par une autre station de base parce que la première serait trop occupée, on peut dire que c'est là un cas qui se présente rarement. Il est donc très probable qu'un téléphone qui, d'après les registres d'appel, se trouve connecté à un site cellulaire donné, soit bien dans la zone couverte par le dit site. La probabilité est de 95%. Mais s'il est bien probable que l'appelant se trouve là où l'appel est enregistré, il n'est pas possible de déterminer avec précision l'endroit où se trouve cet utilisateur à l'intérieur de cette zone. Autre mise en garde, c'est que seules sont disponibles les données enregistrant la station de base,
la station de base captée par l'appelant si un sujet se déplace dans la zone. Et pour éviter que le signal ne s'interrompe quand il passe d'un polygone à l'autre, c'est le premier site cellulaire qui va nous fournir des éléments fiables. Les sites cellulaires adjacents ou suivants ne seront pas répertoriés. En tout cas, les appels passant dans ces sites adjacents ne seront pas répertoriés par les fournisseurs d'accès. J'ai effleuré la question de la détermination de la zone optimale de couverture et il est maintenant important de voir comment les différents groupes de téléphones ont été utilisés pour la commission de ces infractions. Ce qu'on sont toutes importantes, les catégories suivantes, la nature des téléphones vert, bleu et rouge et l'existence d'autres groupes de téléphones pertinents, le réseau violet, le réseau jaune et les téléphones mobiles personnels. Deuxième catégorie, le type de registre de données établi par les deux fournisseurs d'accès, Alpha et MTC, concernant l'utilisation de ces téléphones. La question qui se pose, c'est celle de savoir quel sera l'effet conjugué de ces registres, comment ceci va pouvoir apporter la preuve de l'existence d'informations reprenant les coordonnées d'appels individuels, dont notamment l'emplacement général où se trouve le participant. Nous allons nous demander comment ces téléphones ont été utilisés par les accusés et les autres membres du complot pour commettre les infractions retenues dans l'acte d'accusation. En l'espèce, le principal moyen utilisé par l'accusation pour apporter la preuve du comportement criminel des accusés, c'est la mise en corrélation des registres prouvant l'utilisation des téléphones opérationnels et les événements établis par d'autres moyens. L'heure et le lieu où se déroule l'activité téléphonique opérationnelle va être corrélé à l'heure et au lieu où ces événements se produisent simultanément pour prouver de façon convaincante que ces téléphones opérationnels ont été utilisés par les accusés et les autres membres du complot de façon secrète pour coordonner ce qu'il fallait faire pour préparer l'assassinat de l'ancien Premier ministre. Il y a 5 grandes catégories d'éléments de preuve qui seront utilisés pour la mise en corrélation de façon à apporter la preuve de leur participation aux préparatifs menant à l'assassinat. Tout d'abord, nous avons la première catégorie qui est la date choisie par le Premier ministre Rafik Hariri pour annoncer sa démission et celle de son gouvernement. Deuxième catégorie, les déplacements physiques de l'ancien Premier ministre à Beyrouth et dans ses environs, ainsi que dans d'autres régions du Liban à l'époque des faits, et notamment ses déplacements le jour où il fut assassiné. Troisième catégorie, le fait que Abouada s'est écarté de sa famille, de sa communauté, pour en faire, aux yeux de l'opinion publique libanaise, un bouc émissaire. Un acte d'une extrême lâcheté élaboré par les accusés pour leur permettre de rester à l'ombre, dans l'ombre, se corrige l'interprète, à l'abri de toute responsabilité. Quatrièmement, l'achat d'un camion Mitsubishi Canter qui allait transporter la bombe. Cinquième catégorie, les actions menées au cours des heures qui ont suivi l'assassinat pour livrer la fausse revendication de responsabilité aux médias. Ces catégories d'éléments de preuve couvrent une période de 4 mois et demi. Et
À l'avenant, on trouve dans la structure d'utilisation des téléphones 5 étapes, 5 phases successives distinctes s'agissant des préparatifs destinés à l'assassinat, chronologiquement parlant. Première phase, elle dure 6 semaines. Elle commence début octobre et se termine le 10 novembre 2004. Deuxième phase, du 11 novembre jusqu'au 20 décembre 2004. Troisième phase, du 21 décembre 2004 jusqu'au 13 janvier 2005. Quatrième phase, du 14 janvier au 7 février 2005. Cinquième et dernière phase, elle commence le 8 février et se termine le 14 février 2005. Je vais maintenant examiner brièvement certains des éléments auxquels on peut s'attendre dans le cadre de ces 5 grandes catégories, tels qu'ils se sont présentés au fil de ces 5 phases du complot. Bien entendu, la déclaration liminaire n'ambitionne pas de faire une présentation exhaustive de tous les éléments de preuve, mais de présenter un aperçu de ce à quoi vous pouvez vous attendre et pour déterminer le cadre dans lequel ces événements s'inscrivent. Première phase. Elle débute au début du mois d'octobre et se termine le 10 novembre 2004. C'est au cours de cette période que le Premier ministre remet sa démission et que 2 outils, 2 instruments essentiels sont constitués par les membres du complot. Outils, instruments qui seront utilisés tout au long de ce complot jusqu'aux dernières minutes précédant l'assassinat de Rafik Hariri. C'est au milieu du mois de septembre 2004 que le Premier ministre Hariri annonce publiquement la démission de son gouvernement dans les semaines qui vont suivre. Un communiqué de presse en date du 13 septembre 2004 se fait l'écho de commentaires faits par le Premier ministre à Barcelone. Il se trouvait à Barcelone pour recevoir un prix des Nations Unies à la reconstruction. Il dit notamment dans ce communiqué de presse ceci, je cite, « Ce gouvernement va présenter sa démission avant la fin du mois. Il reviendra au Parlement de déterminer s'il convient que je participe ou pas à la formation d'un nouveau gouvernement. » Fin de citation. Vous vous en souviendrez, je vous ai décrit les éléments de preuve auxquels vous pouvez vous attendre s'agissant du réseau vert. Au départ, il se composait de 18 téléphones achetés en juillet et en août 2004. Lorsqu'arrive le 1er octobre 2004, le groupe de 5 téléphones qui avaient été utilisés en juillet et en août s'est tu et est resté pratiquement muet à quelques exceptions que j'ai déjà évoquées. Et ceci à partir du 1er octobre jusque bien après le 14 février, jusqu'en avril 2005 en fait. Aucun des autres téléphones n'a été utilisé au cours de cette période, si ce n'est les 3 téléphones verts qui, les éléments de preuve vont vous le montrer, peuvent être attribués aux accusés Badreddine et Ayash, ainsi qu'à l'autre membre de leur complot, M. Méry. Ceci veut dire que sur ces 18 téléphones à paiement différé qui constituaient le réseau, les échéances ont été acquittées chaque mois et quelqu'un
à gérer leur utilisation de manière à les dissocier de l'ensemble de téléphones maintenus en service. Ce qui était mis en pratique pratiquement le jour ou la première fois que le Premier ministre avait indiqué qu'il voulait démissionner. Le Premier ministre n'a pas démissionné le 1er octobre 2004. Les communiqués de presse du début du mois d'octobre 2004 font état d'un processus de consultation entamé par le Premier ministre en vue de constituer ce qu'il a appelé un gouvernement d'unité nationale. Et c'est au cours de cette période que les 3 premiers téléphones du réseau bleu ont été achetés au cours de la première semaine du mois d'octobre, mais ils n'étaient pas utilisés alors. La première fois qu'ils se sont contactés, ces 3 téléphones bleus, ce fut le 18 octobre. Là, on enregistre un appel entre S5 et S7 et un autre appel entre S5 et S14. Rappelez-vous le protocole triangulaire que je vous ai présenté ce matin. À ce moment-là, ils se trouvaient tous 3 au sud de Beyrouth, mais à ce moment-là, il apparaissait que la démission du gouvernement était aussi inévitable qu'imminente. Le 19 octobre eut lieu une séance parlementaire de 10 minutes à laquelle assista le Premier ministre. Et il fut confirmé au cours de cette séance que le gouvernement allait présenter sa démission dans les 24 heures qui suivraient. Il y eut alors 5 appels entre les 3 téléphones bleus au cours de cette journée. Chaque appel respectant le protocole triangulaire. Ils allaient se poursuivre jusqu'à la fin du mois de décembre. Au cours d'un de ces appels, vers le milieu de l'après-midi, le téléphone bleu S14 se trouvait à proximité du Parlement. Sinon, il se trouvait dans le sud de Beyrouth, comme d'ailleurs les 2 autres utilisateurs du téléphone bleu. On 20 October 2000, Le 20 octobre 2004, le Premier ministre a officiellement démissionné à titre personnel et au nom de son gouvernement. C'est le premier jour que les téléphones bleus ont commencé à communiquer entre eux, proches des zones où était présent le Premier ministre. Le Premier ministre Hariri se trouvait à sa résidence au palais de Kuratem entre 8 heures du matin et 10 heures du matin. Le téléphone bleu S5 et le bleu S7 ont commencé à communiquer entre eux à 10h32 en utilisant la station de base située juste à l'est du palais de Kuratem. Les preuves démontreront que le palais de Kuratem est bien le nom de la résidence de Rafik Hariri, située à la rue Madame Curie à Beyrouth. Il disposait d'une autre résidence à Fakra, à 1 heure de route environ au nord-est de Beyrouth, mais j'y reviendrai plus tard. Sur cette planche, vous voyez une carte de Beyrouth. Nous avons ajouté une petite icône que vous avez déjà vue au cours de notre propos liminaire qui indique l'emplacement du palais de Kuratem. Vous voyez QP sur ce petit insert. Ici, vous avez une vue plus générale du palais. Le bâtiment principal est un immeuble à étages avec un jardin à l'avant, entouré d'une enceinte murée. Le site du palais de Kuratem comprend également un bâtiment secondaire ainsi qu'un poste de garde. Il s'agit donc d'une résidence familiale et privée, mais le complexe
inclut également des bureaux, un espace de réception, des salles de réunion, un stand de tir et une salle de sécurité, ainsi que d'autres installations. Un certain nombre de membres du personnel employé par Rafik Hariri habitaient sur place. À 10h30, le 20 octobre toujours, le Premier ministre s'est rendu dans différents bureaux du gouvernement près de la place Nejmeh, près du Parlement, et ceci avant de revenir au palais de Kuratem et de se rendre ensuite au sud de Beyrouth, au palais de Babda, où il a rencontré brièvement le président de la République, Émile Lahoud, à 14h40 et lui a présenté la démission de son gouvernement. L'ancien Premier ministre est ensuite rentré à sa résidence au palais de Kuratem vers 14h55 et il y est resté jusqu'à 23h30. 15 minutes après le retour du Premier ministre à sa résidence, Bleu S15, dans le sud de Beyrouth, a appelé Bleu S5 qui se trouvait près du palais de Kuratem. À 16h32, Bleu S5 et Bleu S7 ont été en contact, les deux s'étant connectés à la même cellule ou le même site cellulaire que celui auquel il était connecté en début de journée, c'est-à-dire à l'est, juste à l'est du palais de Kuratem. Plus tard dans l'après-midi, vers 17h, S5 et S2 s'étaient tous les deux dirigés dans la direction du sud de Beyrouth. Il y a également eu des activités entre les utilisateurs du réseau vert le jour de la démission du Premier ministre. Sur cette illustration, c'est un format d'ailleurs que vous retrouverez ultérieurement au cours de ma déclaration liminaire. Alors je vais essayer de vous expliquer comment cela fonctionne. En fait, il y a 5 choses à savoir. La première, c'est qu'il y a cette carte que vous reverrez dans différents formats en fonction de ce que l'on veut vous montrer. Sur celle-ci, vous voyez une carte de Beyrouth et de ses environs. Deuxième caractéristique, vous verrez des icônes qui se trouvent au point pertinent de la carte. Vous voyez où se trouve le palais de Kuratem et le P à droite, c'est le Parlement. Le titre que vous voyez en haut à gauche reprend une date, une heure et des informations concernant les éléments factuels que l'on veut vous montrer. En bas à gauche, vous trouverez un tableau reprenant les détails de différents appels. C'est une version simplifiée d'un tableau d'appels. Tableau séquentiel d'appels, TSA. Le cinquième élément, sans doute le plus important de cette illustration, ce sont les représentations graphiques des couvertures des sites cellulaires avec les couleurs qui correspondent aux différents réseaux, des éléments identifiants qui permettent de préciser où étaient les personnes, où se trouvaient-elles positionnées, qu'il s'agisse d'appels entrants ou sortants. Sur cette première représentation, en regardant le tableau en bas, vous voyez qu'à 20h51 minutes 13 secondes, l'accusé Badreddine, qui se trouvait au site cellulaire appelé Zoukak 4, a appelé l'accusé Ayash, qui se trouvait au site cellulaire qui s'appelle Hadat 1, et ils ont parlé pendant 10 secondes. Cette convention sera utilisée quand nous parlerons de différents sites cellulaires. La zone.
que vous voyez tout en haut à gauche, juste au-dessus du nom Badreddine, est un site cellulaire où le téléphone de l'accusé Badreddine s'est connecté au moment où il a passé ses appels vers l'accusé Ayash. En bas, vous avez le site cellulaire où se trouvait l'accusé Ayash au moment où il a reçu l'appel émis par l'accusé Badreddine. Il se fait que Badreddine se trouve dans une zone qui, vous le réaliserez très bientôt, qui se trouve vraiment proche de la scène du crime, si pas sur la scène du crime. Donc à 20h51, Badreddine, proche de la scène du crime, a appelé Ayash sur le téléphone du réseau vert, alors que celui-ci se trouvait dans le sud de Beyrouth. Il s'agit du premier d'une série de 4 appels qui se sont produits dans les 30 minutes qui suivent. Il s'agit de la journée de la démission du Premier ministre. Au cours des appels suivants, on retrouve Badreddine se déplaçant vers le sud et Ayash, quant à lui, se déplace quelque peu vers le nord. Nous avons vu donc très rapidement les appels à 20h52, à 21h10. Et au fur et à mesure qu'il se déplace, Ayash va du sud vers le nord et Badreddine, lui, se déplace du nord vers le sud. Et au final, à 21h19, on les retrouve se connecter à une seule et même cellule appelée CHIA-2, CHIAH2. Qui a la meilleure empreinte de couverture dont la moyenne à Beyrouth est de quelques 100 mètres carrés. Ensuite, après qu'ils se soient reliés au même site cellulaire, après donc s'être déplacés en sens opposé pour arriver à ce même endroit, les téléphones restent muets. Nous vous prierons d'en déduire, quand l'heure viendra, que ceci indique bien que les deux se soient rendus au même endroit pour s'y retrouver. Donc, 3 événements convergent le 20 octobre. D'abord, le Premier ministre remet sa démission. Deuxièmement, les téléphones bleus se contactent pour la première fois dans la zone de sa résidence. Troisièmement, il semble donc que 2 des accusés, Badreddine et Ayash, viennent de directions opposées et convergent vers un même endroit. Il y a également un 4e élément qui ne se produit pas véritablement le 20, mais qui est une conséquence inévitable et incontournable de la démission du Premier ministre. Sa garde rapprochée allait être réduite sensiblement suite à son changement de statut. Il avait quelques 40 agents de la sécurité de la force de sécurité intérieure qui s'est réduit à 8 agents. Ceci a fortement changé la direction, la protection, ce que j'interprète, dont disposait Rafik Hariri à partir de ce moment-là. En fait, au moment de son décès, et vous l'avez entendu de la bouche de mon éminent collègue M. Milne, il n'y avait que 4 agents de la FSI avec lui. Le reste de son convoi se composait de personnel de sécurité privé engagé par l'ancien Premier ministre et de personnel médical. Vous avez entendu quel fut leur funeste destin. Suite à la première utilisation du réseau bleu, des téléphones du réseau bleu proche du palais de Koratem le 20 octobre 2004, date de la remise officielle de la démission du Premier ministre, les 2 téléphones bleus S5 et S7 ont commencé à fréquenter ensemble les environs et la zone du palais du Koratem et du Parlement
au cours de la journée et se sont appelés mutuellement en utilisant les téléphones bleus. Preuve à l'appui, je montrerai qu'il s'agit des deux endroits de Beyrouth où l'ancien Premier ministre a passé l'essentiel de son temps, le palais de Keratem ou le Parlement, comme que vous voyez illustré sur la carte. Auparavant, je vous avais montré une photo aérienne du palais de Keratem. Maintenant, vous allez voir une vue aérienne de la place Nechmé. Au cours d'une période de 22 jours, s'étalant du 20 octobre au 10 novembre 2004, Bleu S5 et Bleu S7, qui étaient en réseau, se communiquaient entre eux dans l'un ou l'autre de ces deux lieux au cours de 10 journées. Donc, pour me résumer, c'est au cours de cette première phase de la planification, sans doute déclenchée par l'élément catalyseur de la démission hautement prévisible du Premier ministre, que le réseau bleu a été mis sur pied et que le réseau vert a également été créé et commence ainsi la surveillance de l'ancien Premier ministre. L'accusation estime qu'il y a des éléments de preuve convaincants indiquant que les réseaux verts et bleus ont été créés aux seules fins de la planification et de la coordination de l'exécution du Premier ministre suite à sa démission et qu'ils ont commencé à recueillir des informations concernant ses déplacements dans la poursuite de leurs objectifs. La deuxième étape dans l'évolution du complot commence le 11 novembre 2004. Il s'agit là de la date définie par l'accusation dans le premier chef d'accusation figurant dans l'acte d'accusation, complicité d'attentat terroriste visant à commettre un acte terroriste perpétré contre M. Mustafa Badreddine et Salim Ayash. Ce jour-là, la nature de l'information recueillie concernant les habitudes de Rafik Hariri par le réseau bleu a changé. C'est en fait le premier jour au cours duquel on observe les deux téléphones bleus qui suivent Rafik Hariri au fur et à mesure de ses déplacements. Il s'agit donc d'une intensification de la surveillance. Il ne s'agit plus d'une observation statique effectuée à un lieu précis. On passe maintenant à une surveillance active en le filant d'un endroit à l'autre. Je vous démontrerai, preuve à l'appui, que le 11 novembre 2004, l'ancien Premier ministre a passé la matinée au palais de Keratem avant de partir vers 11h57 pour l'aéroport de Beyrouth, où il est arrivé juste avant 12h20. Sur les planches suivantes, dans le même format que celui que je vous ai expliqué précédemment, vous voyez les déplacements de S5 et de S7. Alors, pendant que Rafik Hariri se trouve au palais de Keratem, Bleu S5 passe un appel à Bleu S7 à 9h28. Pour vous aider, je ne vais pas parler des secondes, mais donc Bleu S5 se trouve juste au sud-est du palais de Keratem, alors que son collègue Bleu S7 se trouve au sud de Beyrouth. Vous le voyez, les différentes sites cellulaires figurent en bleu sur la carte. 30 minutes plus tard, Bleu S5 rappelle Bleu S7 qui, entre-temps, s'est déplacé du sud de Beyrouth vers une zone située à l'ouest du palais de Keratem. Au cours des 2 heures qui suivent,
7 appels se produisent entre bleu S5 et bleu S7, qui tous les deux restent dans les environs du palais de Curatem, se connectant quelquefois à la même station de base. C'est ce que vous voyez en ce qui concerne l'appel passé à 10h56. Ils se connectent tous les deux à Fadlala A. Vers 11h57, l'ancien Premier ministre et son convoi quittent le palais de Curatem et se dirigent vers le sud en direction de l'aéroport. J'imagine que les preuves fournies par ceux qui connaissent ce trajet habituel entre le palais de Curatem et l'aéroport de Beyrouth, que l'ancien Premier ministre utilisait essentiellement le trajet que vous voyez illustré sur ces planches. 5 minutes après le départ de Rafik Hariri du palais de Curatem, bleu S5 appelle bleu S7. Tous les deux, comme vous le voyez, se trouvent toujours proches du palais. Toutefois, lorsque l'ancien Premier ministre arrive à l'aéroport, juste avant 12h20, bleu S7 rappelle bleu S5 à 12h19 et bleu S7 et S5 se sont tous les deux déplacés du sud du palais de Curatem dans la même direction que Rafik Hariri et en même temps que le moment de l'arrivée de Rafik Hariri à l'aéroport. Bleu S7 se connecte à une station de base située exactement au nord de l'aéroport de Beyrouth, alors que bleu S5 se trouve juste au nord de S7 au moment de cet appel. L'ancien Premier ministre quitte le Liban par avion et ni bleu S5 ni bleu S7 ne sont utilisés pour le reste de la journée. Vous verrez qu'il y aura de nombreux jours de surveillance du Premier ministre, surveillance stative ou active, qui correspondront à ce même type de schéma. Le Premier ministre reste hors Liban à partir du 11 novembre jusqu'au 24 novembre. Il est absent également du 18 au 24 novembre. À l'inverse des activités antérieures du réseau bleu, l'activité des appels change au cours de cette période d'absence. Depuis le moment de leur première utilisation, le 18 octobre jusqu'au 11 novembre, ce qui fait une période de 25 jours, les téléphones bleus ont communiqué entre eux tous les jours, à l'exception de 3. Une fois que l'ancien Premier ministre a quitté le Liban, le 11 novembre, il y a eu un seul appel le lendemain matin, le 12 novembre, de bleu S7 à bleu S5, les deux se situant dans le sud de Beyrouth à ce moment-là. Ensuite, les téléphones bleus n'ont plus été utilisés jusqu'à l'après-midi du 22 novembre, lorsqu'un unique appel fut passé entre eux. Il y a eu donc 10 jours consécutifs de silence. Le 23 novembre, la veille du retour de Rafik Hariri, bleu S5 et bleu S7 se sont appelés autour du palais de Curatem dans l'après-midi. Le lendemain, le 24 novembre, lorsque l'ancien Premier ministre est revenu au palais de Curatem de son voyage, bleu S5 et bleu S7 se sont contactés près du palais de Curatem où ils se sont trouvés au cours des 2 jours qui ont suivi jusqu'au 26 novembre. Alors, à partir de la fin de novembre jusqu'à la 3e semaine de décembre, l'ancien Premier ministre s'est trouvé hors du Liban pour l'essentiel de cette période. Il n'est revenu à Beyrouth que de façon intermittente et seulement quelques jours à la fois.
Il est donc revenu ensuite au Liban le 20 décembre 2004 et il y est resté le reste de l'année. Son retour coïncide avec un changement marqué dans la planification des membres du complot. Ceci, en fait, marque le début de la troisième phase du complot, qui se distingue par une montée en puissance des activités au cours de la période de 3 semaines s'étendant du 21 décembre 2004 jusqu'au 13 janvier 2005. Au cours de cette troisième phase du complot, il y a 7 choses qui commencent à se produire et qui témoignent une recrudescence dans les activités des membres du complot. La première chose qui s'est produite, c'est que le 21 décembre 2005, le lendemain de son retour, un certain nombre de téléphones appartenant au réseau jaune, et je vous en reparlerai dans quelques instants, commencent à travailler de concert avec le réseau bleu dans la surveillance de l'ancien Premier ministre. Deuxième chose qui se produit, c'est que le réseau bleu commence à s'élargir et passe des 3 téléphones bleus qui avaient fonctionné depuis le 18 octobre 2004, passe donc à 15 téléphones bleus dès le début janvier 2005. Ce processus a commencé le 23 décembre par l'ajout de 3 téléphones bleus et s'est poursuivi au cours des 10 jours suivants. C'est ce que vous avez vu sur les illustrations que je vous ai montrées. Comme j'ai eu l'occasion de vous le dire, 7 de ces téléphones supplémentaires avaient été achetés il y a bien longtemps, en décembre 2003. Et chaque mois, ils avaient été rechargés, ayant été utilisés quasi jamais ou un tout petit peu jusqu'à ce qu'ils aient été remis en service fin décembre, début janvier. Il y a 5 autres appareils de téléphone qui ont été, téléphones bleus, qui ont été achetés après la date du 24 décembre, ce qui fait que le total des téléphones bleus est porté à 15 début janvier. Preuve à l'appui, je vous démontrerai que l'accusé Ayash a commencé à utiliser l'un de ces 5 nouveaux téléphones bleus le 10 janvier 2005. Alors, curieusement, la veille de cet élargissement du réseau bleu, le 22 décembre, pour la toute première fois, le protocole triangulaire qui avait été respecté par les 3 utilisateurs de téléphone bleu depuis le début de ce réseau a été écarté. S7 a contacté directement Bleu S14, ce qui correspond sans doute à l'expansion du réseau téléphonique. Ce protocole triangulaire ne pouvait plus fonctionner avec un tel nombre de téléphones. Quatrième chose qui s'est produite. 2 utilisateurs du réseau violet, les accusés Sabra et Onessi, ont participé activement au complot. Et je reviendrai d'ailleurs quelques instants pour vous dire comment les téléphones violets avaient fonctionné au cours de la première et deuxième étape du complot et ce qu'ils ont commencé à faire au cours de cette troisième étape. 5e élément. Le réseau rouge est mis sur pied au cours de cette troisième étape. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, même si on ne connaît pas la date de l'achat des cartes SIM prépayées, les 8 cartes SIM, les éléments indiquent qu'ils ont été amenés à Tripoli à un moment donné entre le 24 décembre 2004 et le 4 janvier 2005. Après avoir commencé par utiliser son téléphone bleu le 10 janvier 2005, Ayash a ensuite commencé à utiliser son téléphone rouge 4 jours plus tard, le 14 janvier 2005. Sixième chose qui se produit lors de cette 6e étape.
Des premières démarches semblent avoir été entreprises pour l'achat d'un véhicule destiné à transporter la bombe, le camion Mitsubishi Canter, qui a été décrit par mon collègue, M. Milne. Septièmement, le niveau de surveillance de Rafik Hariri au lendemain de son retour augmente de manière spectaculaire en ce qui concerne les membres du complot. L'on peut affirmer, sans crainte de se tromper, que depuis cette période jusqu'à l'assassinat, 8 semaines plus tard, les téléphones des autres membres du complot suivaient à la trace les allées et venues de l'ancien Premier ministre. Je présenterai des preuves accablantes de cette surveillance dans quelques instants. Trois de ces aspects de l'intensification appellent certaines remarques brèves à ce stade. Je commence par la première, les téléphones jaunes. Les téléphones jaunes étaient un groupe de téléphones qui communiquaient surtout, mais pas exclusivement, les uns avec les autres. Ils avaient été activés petit à petit depuis 1999 jusqu'à 2003. Et leur nombre a pu varier. Mais depuis l'automne 2004 jusqu'au 7 février 2005, date à laquelle ils étaient actifs dans la surveillance du Premier ministre, ils étaient au nombre de 13. 13 téléphones jaunes étaient en utilisation, lesquels étaient en moyenne en contact les uns avec les autres 77 à 86% du temps. L'accusé Ayash disposait d'un téléphone jaune 294. Vers la fin de 2004, tous les téléphones jaunes ont été en contact à un moment ou à un autre avec l'accusé Ayash sur son téléphone jaune. Les téléphones jaunes n'ont commencé à participer à la surveillance de l'ancien Premier ministre que le 21 décembre 2004 et ont continué à être utilisés à cette fin jusqu'au 7 janvier 2005, date à laquelle le Premier ministre a quitté le pays. Ils ont également été utilisés la dernière fois le 7 janvier 2005, date de son retour. Nous vous présenterons des éléments de preuve selon lesquels les participants principaux de ce groupe de téléphones jaunes dans la surveillance du Premier ministre étaient les suivants. Jaune 294, l'accusé Ayash, et 3 téléphones jaunes attribués à S6, S8 et S9. Au cours de cette troisième étape du complot, deux événements importants sont survenus en ce qui concerne les téléphones jaunes. Premièrement, comme je l'ai dit précédemment, ils ont commencé à jouer un rôle actif dans les activités de surveillance de l'ancien Premier ministre. Mais lors de cette troisième étape, le 5 janvier, ils ont été remplacés par les téléphones bleus dont le réseau a commencé à s'élargir au cours de la même période. C'est un petit peu comme si les téléphones jaunes avaient été utilisés comme étape dans l'attente du développement du réseau bleu et ont été utilisés dans une période transitoire au cours de laquelle, pour une raison ou pour une autre, il a été jugé nécessaire dans le cadre du complot d'intensifier les activités de surveillance du Premier ministre. L'utilisation coordonnée des téléphones bleus et jaunes dans les activités de surveillance de Rafik Hariri est illustrée par les événements du 25 décembre 2004, Noël. À ce moment-là, le téléphone bleu comportait 6 téléphones depuis le 23 décembre. Le réseau bleu était composé comme suit. 3 téléphones que vous pouvez voir à gauche de cette diapo, S5, S7, S14.
qui étaient les 3 premiers, du 18 octobre au 21 décembre. Ensuite, S6, S8 et S9. À la date du 25 décembre, il y a donc à présent 6 téléphones dans le réseau bleu. Les téléphones jaunes actifs le 25 sont au bas de l'écran et il est important de relever que s'y trouve le téléphone en possession de M. Ayash et un autre téléphone en possession de S6. Il est important à ce stade, et je vous expliquerai plus tard pourquoi, que S6, à ce moment-là, possède un téléphone bleu et un téléphone jaune. Les moyens de preuve vous montreront que la veille, le 24 décembre, l'ancien Premier ministre a quitté le palais de Corritem vers 15h34 pour arriver à sa résidence à Fakra vers 16h40. Les moyens de preuve vous démontreront que Rafik Hariri avait pour coutume de passer la dernière semaine de décembre auprès de sa famille dans leur résidence au village de Fakra afin de passer du temps ensemble. Habituellement, cette seconde résidence se trouvait à 1 heure de voiture de Beyrouth. Le village de Fakra se trouve à côté du village de Faraya, dans le district de Der Sarwan du Mont Liban. Les 2 villages se trouvent dans la station de montagne qui est connue pour ses pistes de ski. La résidence des Hariri était la maison la plus élevée de la région. Une petite équipe de sécurité et plusieurs membres du personnel d'entretien occupaient en permanence la résidence. Les 25, 26 et 27 décembre, plusieurs des participants au complot, et en particulier l'accusé Ayash, de ces 3 jours, les 25 et 27, se sont trouvés aux alentours de la résidence de Rafik Hariri à Fakra. Au cours du mois qui suit, l'ancien Premier ministre s'est rendu à sa résidence de Fakra à plusieurs reprises. Une analyse des relevés d'appels des téléphones jaunes, bleus et plus tard rouges a permis de révéler que un ou plusieurs de ces réseaux téléphoniques se sont connectés avec les stations de base autour de la résidence de Rafik Hariri lors de 11 journées entre le 25 décembre 2004 et le 12 février 2005. Aucun de ces téléphones n'avait été connecté auparavant avec des stations de base de la région et aucun ne l'a été ultérieurement. La plupart de ces journées, d'ailleurs, l'ancien Premier ministre se trouvait dans sa résidence de Fakra. La première fois que l'un de ces téléphones en réseau s'est connecté avec les stations de base aux alentours de la 2e résidence de Rafik Hariri, la première fois donc a eu lieu le 25 décembre 2004, lorsque 4 membres du complot, S5, S6, S7 et l'accusé Ayash, se sont rendus à Faraya. Ils ont effectué plusieurs appels à l'intérieur de leur propre réseau, jaune-jaune, bleu-bleu, conformément au protocole de communication établi. Les clichés suivants indiquent les déplacements des membres du complot le 25 décembre. Vous pouvez voir sur le tableau une zone soulignée en jaune qui indique la présence de personnes appartenant au réseau jaune. À 10h11, bleu 610 a appelé
bleu 585. Ils se trouvaient tous deux dans le sud de Beyrouth, comme vous pouvez le voir sur les représentations des stations de base. 25 minutes plus tard, à 10h36, Ayash, avec son téléphone jaune, a appelé jaune 457 S6. Ayash était dans le sud de Beyrouth, mais à ce moment-là, jaune 457 S6 se trouvait en route vers la région de Faraya, au nord de Beyrouth. Les moyens de preuve qui vous seront présentés démontreront que l'utilisateur de jaune 457 et de bleu 610 sont une seule et même personne. 30 minutes plus tard, à 11h06, Ayash, sur son téléphone jaune, appelle jaune S8. S8 se trouvait au sud de Beyrouth, mais l'on constate à présent que Ayash effectue le même parcours pour se rendre dans la région de Faraya. À 11h09, 11h22 et 11h27, une série d'appels, 3 plus exactement, sont passés entre bleu S6 et bleu S5, les deux se connectant avec les stations de base dans la région de Faraya. Bleu S5 avait utilisé son téléphone pour la dernière fois à 10h11 dans le sud de Beyrouth, mais à 11h09, il s'était également déplacé à Faraya. À 11h32, jaune Ayash appelle jaune S6. À ce moment-là, Ayash, comme vous pouvez le voir sur ce cliché, s'était également rendu à Faraya. Ce qui fait que le nombre de personnes participantes au complot se trouvant dans la région s'élevait à 3. Il y a ensuite une série d'appels à partir de 12h04 entre jaune S6 à Faraya et jaune S8 dans le sud de Beyrouth. Comme vous pouvez le voir, les stations de base sont actives dans le sud de Beyrouth en jaune. À l'occasion du troisième appel, jaune S6 se connecte avec la station de base Faraya 1. 3 minutes 15 secondes plus tard, après la fin de cet appel, bleu 610 appelle bleu 324, S6, bleu S6 610 et bleu appelle bleu S7 324. S7 était au sud de Beyrouth, mais l'on constate que jaune S6 s'est connecté à la même station de base que celle à laquelle il était connecté lorsqu'il a téléphoné en tant que jaune S6, lorsqu'il appelait jaune S8. Alors, cet exemple prouve que jaune S6 et bleu S6 représentent une seule et même personne. Cela illustre également le respect qui existait des protocoles de communication parmi les membres du complot. Les téléphones en réseau communiquent entre téléphones du réseau et pas à l'extérieur. Il n'y a pas d'exemple d'un téléphone jaune qui appelle un téléphone bleu lors de la création, depuis la création du réseau bleu le 18 octobre et tout au long de la période des faits. À 12h54, jaune Ayash appelle jaune S8. Le téléphone de Ayash se connecte avec la même station de base à laquelle S6 s'était connecté 2 minutes auparavant. À 12h49, S6, passant de son téléphone bleu à son téléphone jaune à nouveau, active la même station de base, Faraya 1, pour appeler jaune S8 dans le sud de Beyrouth. À 13h06, après avoir reçu un appel de S6 35 minutes plus tôt, S7 se met en route en direction de Faraya. À 14h01, il effectue des appels depuis Faraya sur son téléphone bleu.
Dans le courant de la journée, il y a d'autres appels passés par 2 des 4 membres du complot, participants au complot, dans la région de Faraya. À 14h17, Bleu S6 utilise son téléphone dans le sud de Beyrouth. 21 minutes plus tard, à 14h38, Jaune S6, qui est connecté à une station de base, ou se connecte à une station de base adjacente dans le sud de Beyrouth, ce qui prouve que S6 était en possession de téléphones bleus et jaunes. S7 effectue des appels à Faraya 11 minutes après que A6 apparaît dans le sud de Beyrouth. Compte tenu de la distance entre Beyrouth et Faraya, il vous est loisible de conclure que S6 et S7 ont changé d'emplacement à la suite de l'appel de S6 à S7. À 14h38, Ayash avait également quitté Faraya pour se rendre au sud de Beyrouth, et à 16h16, le troisième des 4 hommes, 5, était également de retour au sud de Beyrouth, où il a appelé Bleu S7, toujours à Faraya. Depuis cet appel jusqu'à 17h02, pendant 45 minutes, les deux ont effectué 6 appels supplémentaires qui permettent de rendre compte de la présence de S7 à Faraya. Et cela a été le dernier échange d'appels sur les téléphones bleus cette journée-là. Le lendemain, 26 décembre 2004, alors que Rafik Hariri était encore à sa résidence à Fakra, 7 participants au complot se trouvaient dans la région de Faraya. Chacun des membres du réseau bleu, qui était au nombre de 6, plus un membre du téléphone jaune, ou du réseau jaune 170, dont l'utilisateur n'apparaissait pas très souvent. 2 des utilisateurs du téléphone bleu, S6 et S8, ont également utilisé leur téléphone jaune à Faraya pour respecter la règle interdisant qu'un réseau se mette en contact avec un téléphone d'un autre réseau. Le premier participant au complot a utilisé son téléphone dans la région, Bleu S9, le matin, et il y a une activité téléphonique dans cette zone jusqu'à 19h48 ce jour-là. Le 27 décembre 2004, Rafik Hariri a quitté Fakra vers 10h12 pour se rendre au palais de Kouratem. Les éléments de preuve présentés vous montreront qu'entre 7h57 et 15h59, 4 participants au complot, en ce compris l'accusé Ayash, étaient présents et actifs dans la zone de Faraya, aux alentours du palais de Kouratem et ou le long de l'itinéraire entre Beyrouth et Faraya. Ces 3 journées illustrent bien le type de surveillance utilisée sur le Premier ministre quasiment chaque jour jusqu'au moment de son assassinat. L'apparition des téléphones jaunes dans la surveillance de l'ancien Premier ministre est l'un des 3 aspects que je voulais passer en revue dans le cadre de cette 3e étape du complot. Les 2 autres sont l'intensification de l'activité du réseau violet et les premières démarches en vue de l'achat d'un véhicule permettant le transport des explosifs. Je vais à présent vous parler du réseau violet, mais je ne pourrai pas aborder la totalité de cette section en 6 minutes, donc je vous demande votre avis. How are we going for time generally? Qu'en est-il du temps? Où en sommes-nous en ce qui concerne l'horaire, demande le président. D'une manière générale, je voudrais savoir de combien de temps vous avez encore besoin. Je ne souhaite pas vous presser, mais je voudrais avoir une indication. L'accusation, je pense avoir déjà
dépassé la moitié de mon intervention. Le Président, veuillez donc poursuivre. J'attendrai votre signal. I'll turn to the purple phones now. Bien, donc je vais maintenant passer au téléphone violet. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la position de l'accusation, c'est que ces téléphones violets ont été utilisés par les accusés Oneisi, Sabra, ainsi que le complice dans le complot, Hassan Mehri, afin de communiquer les uns avec les autres pour pouvoir orchestrer la fausse revendication en responsabilité. Dans ce groupe, il y avait 3 téléphones violets. Comme vous pouvez le voir à l'écran, il y a le 095 attribué à l'accusé Oneisi, le 018 attribué à l'accusé Sabra et le 231 attribué à leur complice dans le complot, M. Mehri. Ces téléphones violets ne constituent pas un réseau fermé. Chacun des 3 utilisateurs, Sabra, Oneisi et Mehri, ont utilisé ces téléphones pour également appeler d'autres numéros. Par exemple, M. Mehri avait utilisé violet 231 afin de communiquer avec l'accusé Ayash sur l'un des téléphones personnels de Ayash. Et il l'a fait à 4 reprises pendant la période de 6 semaines qui s'est étalée entre le 1er septembre et la mi-octobre. Il a continué à contacter Ayash avec cette méthode pendant des moments importants qui ont abouti pendant les préparatifs aboutissant à l'assassinat. Il existe aussi un historique de contact entre M. Mehri et Oneisi ainsi qu'entre M. Mehri et M. Sabra. Dans la période de 6 semaines qui court entre le 1er septembre 2004 et le mi-octobre, par exemple, M. Mehri était en contact avec violet 085, un téléphone d'Oneisi, à 46 reprises, tandis que M. Mehri a aussi communiqué avec M. Sabra à 22 reprises. Alors, il y a un événement qui nous frappe par son absence pendant cette période. C'est le fait qu'il n'y a pas eu de contact téléphonique entre Sabra et Oneisi à l'aide de leur téléphone violet. En fait, ce fait a perduré pendant l'automne et le début de l'hiver 2004, à l'exception d'une seule communication qui a duré 10 secondes entre les 2 téléphones et qui a eu lieu le 14 octobre 2004, et ensuite 3 brefs contacts téléphoniques et une communication par SMS un mois plus tard en novembre. Il n'y a pas eu d'appel entre Sabra et Oneisi avant la dernière semaine de décembre. Et cela a une importance. Il est important de noter, sur l'interprète, j'y reviendrai plus tard, que le 11 novembre, c'est-à-dire la date à laquelle le procureur pense que M. Mehri a rejoint le complot afin d'assassiner Rafik Hariri, M. Mehri et M. Sabra ont communiqué à 4 reprises ce jour-là, et que M. Mehri et M. Oneisi ont également été en contact sur leur téléphone violet. Le degré de contact entre M. Mehri et M. Oneisi est resté raisonnablement fréquent lors des mois qui ont suivi. À compter du 11 novembre et jusqu'à la fin de ce mois-là, Mehri et Sabra ont échangé 20 appels et Mehri et Oneisi, pour leur part, ont été en contact à 9 reprises. En décembre 2004, Mehri et Sabra ont été en contact à 16 reprises, tandis que Mehri et Oneisi, pour leur part, se sont appelés à 15 reprises. Vous vous souviendrez ce que je disais tout à l'heure au sujet des protocoles régissant l'utilisation des téléphones verts et diapositive que je vous montre, vous l'avez déjà vu, ce triangle, donc Badreddine Ayash, Badreddine Mehri et jamais de Ayash à Mehri. Pourtant,
entre parenthèses, lorsque le besoin s'en faisait sentir, M. Méry et M. Ayache avaient un autre canal de communication par le téléphone violet de M. Méry et le téléphone personnel de M. Ayache, mais rien sur le téléphone personnel. Sur le téléphone, les mêmes protocoles étaient utilisés pour ce qui est de ces téléphones. Alors, pourquoi est-ce que ces téléphones violets ne constituaient pas un groupe clos? Parce qu'ils communiquaient avec d'autres téléphones. Mais à quelques exceptions très rares, ces 3 téléphones se sont aussi conformés à un schéma très strict. M. Méry appelait M. Sabra et vice-versa. La même chose entre M. Méry et Onesi. Mais pratiquement aucun appel n'a eu lieu entre M. Sabra et M. Onesi à l'aide des téléphones violets. Those call patterns Ces types d'appels, ce schéma a changé de manière très importante à fin décembre. Alors, pourquoi? Eh bien, les éléments de preuve nous démontreront que la réponse, eh bien, c'est Ahmed Abou Hadas. Comme vous le savez, Abou Hadas est le personnage que l'on voit dans la cassette vidéo qui a été remise à Al Jazeera dans les heures qui ont suivi l'assassinat. Il y a un certain nombre de choses que nous savons au sujet d'Abou Hadas et je vais m'appesantir sur certaines de ces choses maintenant. Je montrerai, pour preuve à l'appui, une autre chose importante à son sujet que je mettrai en exergue lorsque j'aborderai les événements du 14 février. Abou Hadas est né en 1982 en Arabie Saoudite, c'est-à-dire qu'il avait 22 ans en février 2005. Il était palestinien et sunnite. Sa famille et lui ont déménagé dans le quartier de Tariq el-Jeddah de Beyrouth, proche de l'université arabe, en 1991. Abou Hadas était célibataire et vivait avec sa famille proche. Il a fait sa scolarité à Beyrouth et après avoir terminé ses études, a pris plusieurs cours d'informatique et a occupé plusieurs emplois. Il ne disposait pas de téléphone portable, mais il y avait chez lui une ligne de téléphone fixe. À un moment donné, entre 2000 et 2002, il est devenu de plus en plus croyant et il s'est mis à fréquenter plus assidûment la mosquée de l'université arabe qui était près de chez lui. Ceux qui le connaissaient le mieux l'ont décrit comme étant généreux, mais plutôt naïf. Abou Hadas s'est évaporé dans la nature le 16 janvier 2005 et on n'a plus jamais entendu parler de lui. Les éléments que l'on connaît de ce qui s'est passé en décembre 2004 et 2005 ont été rapportés par les membres de sa famille qui ont relaté ceux qu'ils avaient observés eux-mêmes et aussi ce qu'Abou Hadas leur en avait dit. Ces éléments de preuve présentés vous montreront qu'à un moment donné, vers la fin décembre 2004 et entre la fin décembre 2004 et le début janvier 2005, alors qu'Abou Hadas priait à la mosquée de l'université arabe, qui était donc proche de chez lui, il a remarqué la présence d'un jeune homme qui était assis dans la mosquée, mais qui ne participait pas aux prières. À la fin des prières, le jeune homme s'est rapproché d'Abou Hadas et s'est présenté en disant qu'il s'appelait Mohamed. Mohamed a déclaré à Abou Hadas qu'il était né musulman, mais qu'il avait été élevé comme chrétien dans un orphelinat. Or, il souhaitait revenir à l'islam et apprendre à prier. Les deux hommes se sont revus à plusieurs reprises. Mohamed a déclaré qu'il souhaitait vivre dans un quartier musulman et épouser
une musulmane. Il a aussi ajouté à Abu Hadas qu'il travaillait dans la zone portuaire de Beyrouth, dans une concession automobile de voitures d'occasion, et qu'il logeait sur son lieu de travail. Mohamed a alors demandé à Abu Hadas de venir l'aider à trouver un logement. Et puis, Mohamed a disparu de la circulation pendant une semaine. Alors, étant donné ce qui précède, il est, je crois, utile de revenir aux communications qui ont eu lieu entre les téléphones violés. Les stations de base situées dans la zone la plus proche du lieu de résidence d'Abu Hadas et la région de l'université arabe, la mosquée de l'université arabe, et qui figure ici sur le cliché, s'appelait Kola 2, Kola 3 et Ouzaï 1. Et donc, on voit ici quelle est la zone optimale de couverture sur la carte. Certaines stations de base dans la région de la mosquée s'appelaient Nasser 1 et Chatil 1. Alors, avant la fin décembre, le téléphone violet de Onessi s'était connecté au moyen de ce groupe de stations de base à simplement 3 reprises depuis août 2004. Et il ne semble pas que, avec son téléphone violet, Sabra se soit jamais connecté au moyen de ses sites cellulaires. Le 22 décembre 2004, juste avant midi, Onessi, à l'aide de son téléphone violet, se trouvait au sud de Beyrouth. Vers 14 heures, le téléphone Onessi a activé la station de base se trouvant près de la mosquée pour la toute première fois. La mosquée où se trouvait proche de chez Abu Hadas. Et depuis cette zone, il a passé 3 appels dans une période d'1 heure, 12 minutes, y compris un appel de 80 secondes à mairie à l'aide des téléphones violets. La fois suivante, Onessi s'est connecté avec une cellule proche de la mosquée de l'université arabe où Abu Hadas priait. C'était la semaine suivante, c'est-à-dire le 29 décembre 2004. À 12h38, le téléphone d'Onessi a montré qu'il se trouvait au sud de Beyrouth. À un moment donné, après cela, il s'est rendu dans la zone de la mosquée de l'université arabe et là, il s'est connecté avec les stations de base qui se trouvaient dans la zone à 15h26. À 15h55, il était de retour au sud de Beyrouth. Il y a donc un écart d'une semaine qui correspond à ce qui a été dit à propos de dit par la famille, à savoir que ce jeune homme avait disparu l'espace d'une semaine. Et lorsqu'on verra l'ensemble des éléments de preuve, ceci montre que l'accusé Onessi, c'était en fait Mohamed. Les éléments de preuve devraient apporter la preuve du fait que Abu Hadas a rencontré une fois de plus Mohamed après une semaine d'absence. Celui dernier a expliqué qu'il avait été malade et qu'il n'était pas en possession d'un téléphone. Quelques jours après sa réapparition, il a de nouveau disparu. Il avait refait surface le 29 décembre. Le lendemain, le 30 décembre, Onessi est revenu dans la zone de la mosquée. Et pour la première fois, Sabra, à l'aide de son téléphone violet, s'est lui aussi connecté à la station de base près de la mosquée pendant l'appel passé par Sabra à Onessi à l'aide des téléphones violets dans la soirée du 18. Lorsque arrive l'heure de 19h49 et aussi à 20h45, Sabra et Onessi étaient de retour dans le sud de Beyrouth. En plus de sa communication avec Sabra, Onessi avait aussi appelé Mary et il avait utilisé son téléphone violet 3 fois ce jour-là. J'ai donc examiné les éléments concernant ces 3 hommes, Mary, Onessi et Sabra.
Et le schéma ressemble à celui utilisé pour les protocoles bleus, verts et verts, pardon. Le téléphone violet 18, Sabra, et Honesty semble avoir eu un silence en matière de communication entre le 24 décembre. On ne sait pas pourquoi. Honesty a alors téléphoné à Sabra. Honesty se trouvait dans le sud de Beyrouth, alors que Sabra était à Tripoli. Ce contact, le 30 décembre, à l'aide des téléphones violets, n'était que leur second appel en l'espace de 6 jours. Et la fréquence de leur communication allait bientôt connaître une augmentation notable. Le président, est-ce que le moment se prêterait bien à une interruption? Réponse tout à fait. Le président, qu'en est-il de votre planification? Je vous attendais, monsieur le greffier d'audience. Ne levez pas l'audience immédiatement. On n'annonçait pas plus exactement la levée de l'audience tout de suite. Comment allons-nous faire? Vous avez besoin de combien de temps supplémentaire? Comme ça, nous aurons une meilleure idée de l'heure à laquelle nous allons entendre la déclaration liminaire de chacun des représentants légaux des victimes. Je pense que je suis à 70% de ma présentation, dit M. Cameron. Et si l'objectif, c'est de terminer cette présentation, et si l'on veut aussi entendre les représentants légaux des victimes, je pense que nous sommes dans les temps. Si vous voulez ajouter d'autres éléments à l'audience, je ne sais pas ce qu'il en sera. I was just wondering if it was safe. Le président, est-il sage de s'en tenir à l'horaire initial ou est-ce qu'on peut commencer à 10 heures? Qu'en pensez-vous, Monsieur Cameron? Vu les contraintes de la procédure qui me sont imputables entièrement, bien entendu, je ne progresse pas aussi rapidement que prévu. Le président, mais non, je l'ai dit clairement, nous l'avons dit clairement, il est important de prendre tout le temps qui vous semble nécessaire pour la présentation de votre déclaration liminaire. C'est valable pour tous. Je pense qu'il est plus sage de commencer à 9h30 demain matin. Je vous remercie, Monsieur Cameron. Monsieur Cameron, c'est moi qui vous remercie, Monsieur le Président. Le Président, avant de lever l'audience, permettez à la Chambre de faire l'observation suivante. Nous constatons qu'il y a au moins 2 des conseils de Monsieur Hassan Meri, en l'occurrence Monsieur Maître Aoun et Maître Frappeur, se trouvaient dans la galerie du public au cours des 2 premiers volets d'audience d'aujourd'hui. Nous ne comprenons pas tout à fait leur présence ou la raison du fait qu'ils portaient leur Respectful too. robe. Nous estimons que ce n'est pas nécessairement marquer le respect nécessaire envers la Chambre. Peut-être qu'il faudrait ôter cette robe si l'on veut se trouver dans la galerie des publics. Mais la Chambre rappelle qu'elle est saisie d'une requête de l'accusation aux fins de jonction d'instance entre l'affaire Meri et la présente affaire. L'ouverture du procès Ayash et et al. Et consorts est importante dans le cadre de l'affaire Meri. Et nous tenons à rappeler au conseil de M. Meri qu'ils sont invités à s'asseoir dans le prétoire pour suivre les débats. Débats qui vont nécessairement avoir un effet sur l'affaire concernant leurs clients. L'audience est levée.